Donc nous recevons aujourd'hui Monsieur Esteve Weiss, un homme de médias, spécialiste de la presse écrite, de la radio, de la télévision, mais on reçoit aussi le journaliste, l'écrivain. Dans le cadre professionnel, j'ai eu l'occasion d'être interviewé par lui, ce qui m'a permis de voir le niveau de professionnel qu'il est. Tenim una cosa en comú, tenim quasi la mateixa formació. He tingut la sort de tenir tant el teu pare com la teva mare de prof. Pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai eu la même formation que Estelle, puisque j'ai eu la chance au collège d'avoir son papa et sa maman comme professeur de littérature. Et j'en garde un souvenir précis et vraiment un bon souvenir. Voilà. Mais je lui dis souvent, parce qu'on se croise de temps en temps, je lui répète. Voilà. Donc, la conférence, c'est sur l'aventure des radios libres en pays catalan. Alors, je ne vais pas squeezer tout ce qu'il va vous raconter derrière, mais j'aimerais au moins vous dire combien ça a été important pour les gens de notre génération. Donc, j'ai un peu plus de 60 ans. Donc, les radios libres, c'est arrivé il y a 40 ans environ. Je me souviens encore d'écouter les radios libres avec un magnétophone à cassette pour pouvoir prendre les chansons qui paraissaient sur les qu'on écoutait sur ces radios libres là, pour ensuite le mettre dans la cassette, dans le Walkman, et pouvoir écouter ça à tout moment de la journée. Voilà. Donc Esteve, je sais que tu as envie de commencer, je vais te céder la parole. Merci encore de ta visite et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci François. Merci à l'Association Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille, Dominique Baudry qui est absent aujourd'hui, qui sera attentif au débriefing que vous lui fournirez de cette soirée que j'espère avoir réussi. C'est grâce à Dominique d'ailleurs que j'ai pu obtenir quelques documents qui sont indirectement liés à la radio libre, et notamment à une manifestation que les moins de, je ne sais pas, 70 ans peuvent connaître éventuellement. Manifestation anti-nucléaire de 1180 entre Perpignan et Ascó, en Catalogne Sud, en passant par Collioure et Polilla. Et donc il y avait des documents de cette marche anti-nucléaire, documents que je croyais disparus, perdus, égarés, et ils étaient entre autres dans un tiroir de la maison, proche d'ici d'ailleurs de Dominique Baudry. Donc on peut d'ailleurs trouver ce document dans les pièces à conviction de la radio libre que j'ai tenté de réunir. Donc nous voilà réunis pour une aventure. Il y aura des imprévus, vous connaissez la suite et vous connaissez la fin, surtout la fin c'est aujourd'hui. Cette histoire de la radio libre, ça va démarrer avec cet homme-là, qui est en fait l'inventeur du procédé, du vecteur de communication qui fait que l'on peut arriver à parler de radio libre. Vous voyez, ça date de naissance, on peut arriver à détecter sans trop de connaissances sur le sujet que 1890, c'est pas encore la radio, c'est pas encore évidemment la télévision, c'est déjà le télégraphe. Et donc, à l'époque, quand on veut communiquer d'un point A à un point B, on a le télégraphe, notamment aux États-Unis, qui permet sur des centaines de kilomètres de faire passer des messages. Pas forcément des messages oraux d'ailleurs, mais des messages codés, c'est déjà pas mal. Cet homme-là donc né à cette période où il y a déjà le rôle de l'électricité qui a été démontré comme un moyen de communiquer. Les choses vont assez vite. Cet homme s'intéresse à la conductivité des métaux, et puis rapidement il s'intéresse aussi à tout ce qui est invisible dans la communication, c'est-à-dire les ondes. Et donc cet homme-là, il a cette idée de génie. Alors d'écouter la radio, c'est déjà une bonne idée de génie, parce que quand il a calculé, quand il a 25-30 ans, la radio existe. Et donc il se dit, la radio c'est pas mal, mais quand même le son n'est pas terrible. C'est l'époque où la radio fonctionne en ondes moyennes surtout, ondes courtes aussi, mais moyennes surtout aux États-Unis. Une expérience démarre en Pennsylvanie, dans la ville de Pittsburgh, avec une première radio en 1920. Et donc cet homme-là, constatant que le son n'est pas terrible, il invente la FM, qui est cette gamme d'ondes, comme on dit, qui permet dans vos voitures, dans vos salles de bain, dans vos cuisines, d'écouter la radio avec une qualité bien supérieure que celle que n'offraient auparavant les radios en ondes longues et surtout en ondes moyennes.
Voilà, donc après pour la petite histoire, Armstrong invente la FM, lui il la propose de 40 à 50 MHz, 40 à 52 pour être précis, et l'État fédéral américain choisit, après-guerre mondiale évidemment, choisit d'établir la FM de 88 à 108, donc quelque part l'État fédéral prélève l'idée d'Armstrong, mais il la transforme pour que ça marche mieux, puisque la première radio FM va démarrer en 1945 aux États-Unis. Donc voilà pour l'homme auquel on doit le canal de communication qui fait que nous sommes là, en tout cas ce soir, pour parler de radio. Il en dépose le brevet en 1933, parce que c'est un homme peut-être pas farfelu, mais en tout cas bien poète, et un peu en dehors de contingences matérielles. Il dépose la patente, comme ça se dit en catalan, il dépose le brevet, pardonnez-moi, en 1933, mais en fait, il a eu l'idée en 1923. Voilà pour vous faire le portrait un petit peu long, mais il me semble mérité de cet ensemble. Nous voici ici, il y a 60 ans, donc on a fait un bond dans le temps. 60 ans, si vous calculez, nous sommes en 1964. 64, c'est la naissance de cette radio, Radio Caroline, sur les flots, sur les ondes, on pourrait dire, si on voulait faire de la poésie. Cette radio démarre au large des côtes britanniques. C'est une radio pirate, elle est illégale, clandestine. Après, ce ne sont pas non plus des pirates très, très agressifs, hein. Ils ne font que diffuser de la musique. Et leur intérêt, leur motivation, c'est de ne pas faire comme fait la radio officielle, qui est la BBC, la radio officielle britannique, qui diffuse déjà les Beatles et les Rolling Stones, même si elle n'a pas été la première à les diffuser, parce qu'elle a rechigné un petit peu à diffuser cette musique que certains appelleront musique de sauvage. Mais eux, ils font plus que ça. Ils diffusent notamment les Pink Floyd ou Jefferson Airplane. Après, ce sera le temps de Janis Joplin et de Jimi Hendrix, des artistes qui sont déjà considérés comme subversifs par la BBC. D'où l'intérêt pour cette radio-là de créer une radio qui est totalement pirate, qui émet pendant quelques années. Il y a même une version aujourd'hui sur Internet des nostalgiques de Radio Caroline. Elle n'est pas la seule des radios pirates, mais elle est la plus célèbre. Il y en aura d'autres, il y aura Radio London, Radio Veronica par exemple, qui démarre des Pays-Bas. Elles seront toutes poursuivies. Elles auront aussi maille à partir avec les autorités, le Premier ministre britannique, qui leur reproche de faire de la propagande pour son opposition, etc. On verra d'ailleurs tout à l'heure ensemble que la radio est aussi un outil politique. Alors on va revenir sur notre propre territoire. On avance rapidement, on fait des bonds dans l'histoire. On est parti d'Armstrong en 1923-33, on est en 64. On va arriver très rapidement en 1977. À 77, vous allez l'entendre et le voir. On va se positionner virtuellement sur la FM à Perpignan ou à Banyuls pour se plonger rapidement sur l'ambiance de l'époque. Et après, on va commencer déjà à tirer quelques petites conclusions sur la radio. La humanité, pour les syndicats, l'indépendance nationale aussi, tous ont été traités en relation avec vos débats. C'est là où il y a, disons, des niveaux archéologiques, d'anciens rivages de Fulatine, c'est simple à employer. Une structure d'habitat, mettant de côté toutes les choses qui ne nous sont pas parvenues. Le voyage de Michel Debré à l'Opposition à la session d'automne du Conseil général. C'est un peu l'état des lieux de la radio en 1977. On imagine qu'on est dans une voiture ou dans une cuisine ou une salle de bain et qu'on zappe sur la FM à Perpignan ou à Argelès ou à Banyuls en 1977. Et nous n'avons que 3 radios à l'époque. Bon, vous voyez qu'il y a 4 logos, mais en fait, FR3 Radio émet sur France Inter. C'est un décrochage, comme on dit, avec Joël Saboureau qui fait les infos à l'époque sur cette radio-là. On aura guère plus tard, d'ailleurs, Louis Monique de Bagnols-sur-Mer, qui sera rédacteur en chef de la radio publique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc nous voilà avec ces 3 radios, pourrait-on dire ces 3 pauvres radios, même si France Culture, France Inter et France Musique sont à l'époque et restent aujourd'hui des radios d'extrême qualité, mais au demeurant, forcément, il y a une certaine jeunesse
qui considèrent que ça manque un peu de fraîcheur tout ça. 77, il faut se rappeler que c'est par exemple l'année lors de laquelle le chanteur Plastique Bertrand chante Ça plane pour moi. C'est l'année lors de laquelle en France arrive la musique punk, qui est apparue l'année précédente au Royaume-Uni. Donc forcément, quand on a 24-25 ans, qu'on a envie de bouger, quand on sait que mai 68, après tout, c'était 8 ans avant, donc on est encore dans le mouvement, dans les rythmes de mai 68, on peut se dire que la radio FM a un certain temps de retard. Alors ce temps de retard va être rapidement comblé, pas forcément avec de la musique punk ou avec Plastique Bertrand, s'il faut prendre des exemples un peu frivoles, mais plutôt avec d'abord de l'idéologie, avec du message, et avec la toute première radio pirate FM de notre département, la voici. Elle arrive à Ille-sur-Tête en 1977, le 6 novembre, enfin le 3 novembre précisément. Elle arrive 3 jours avant cette manifestation, sur la partie gauche de l'écran, 3000 personnes qui protestent contre la prospection d'uranium menée par la société Minatom, société d'État, qui est bien évidemment aux ordres, on va dire, de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. À l'époque, le Premier ministre s'appelle Raymond Barre, et à l'époque déjà, la France réfléchit. Alors, la France n'est pas du tout dans la transition écologique, évidemment. Elle est presque dans comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, la monoculture, en tout cas, de l'énergie, puisque c'est le tout nucléaire qui vient, comme vous le savez, des années de Gaulle. Et donc, on a cette mobilisation pour une cause qui est celle du mouvement anti-nucléaire, qui n'est pas propre à notre département, puisqu'on a toute une mouvance avec une nucléaire non merci. À l'époque, il y avait des autocollants, ça a démarré de mémoire au 75 aux Pays-Bas précisément. Donc une des répliques est chez nous, une radio est créée, elle est pirate, elle est absolument pas du tout identifiée. C'est un petit émetteur qui se balade parfois à Perpignan, parfois à Ille-sur-Tête, et c'est ainsi qu'on a chez nous cette première salve d'une radio, qui est une radio à message. Elle n'est pas là pour faire écouter Johnny Hallyday ou les Rolling Stones, elle est là pour diffuser un message comme quoi le nucléaire, c'est caca, comme on dit. Le nucléaire, c'est pas bien. Parallèlement, quelques jours plus tard, le 11 novembre, elle se mobilise, puisque le 11 novembre, ben, fois c'est important en France, elle diffuse une émission en rediffusion sur cassette contre les militaires, pour faire simple. Je dis anti-militaire, on pourrait dire anti-militariste, mais c'est même contre les militaires, carrément. L'année d'après, 78, cette même radio participe à la journée nationale de la radio libre en France. Nous sommes en 78 donc, et pourtant la radio libre n'est pas encore reconnue, mais déjà les radios commencent à se liguer, elles commencent à se fédérer, si l'on peut dire, autour d'une association. Nous sommes ici dans le magazine Touk, qui précisément a été créé par Louis Monique, dont je vous parlais tout à l'heure, l'un des célèbres bagnolinques, on va dire, des médias, entre Louis Monique et Henri Sagols, c'est ça, je crois, parmi les personnes bagnolinques d'origine qui sont connues dans les médias, ou qui l'ont été, avec la première mention de la radio pirate d'Ille-sur-Tête. Auparavant, personne n'avait jamais osé parler à l'écrit, osé écrire en l'occurrence, sur le phénomène nouveau, interdit, poursuivi, qui est celui de la radio libre. Rapidement, Perpignan, quartier du Vernet, quartier Saint-Martin, une radio née, vous avez son nom ici à gauche, une autre, et puis la troisième radio, Radio 66, qui en fait est la réunion des deux premières. Ça se passe en 78, entre le début de l'année et le printemps. Radio Galaxy, comme vous le voyez, Radio 66, interview, de nouveau dans le fameux magazine Touk, qui ose, parce qu'il fallait oser à l'époque, faire parler des pirates. Les risques n'étaient pas non plus très importants, mais quand même, la presse officielle, qui est celle de l'Indépendant, ose à peine, puisque l'extrait de gauche est, lui, celui de l'Indépendant. Alors, l'État réagit, on va le voir ensemble, avec 3 ou 4 étapes de réaction de l'État. Vous voyez qu'il est question de poursuite sur la partie gauche. Radio 66 étant illégale, elle est poursuivie par la police, alors de manière, on pourrait presque dire symbolique, elle n'est pas poursuivie comme le gendarme et les voleurs, elle est plutôt, elle fait l'objet, disons, de procédures qui sont diligentées par le procureur à Perpignan, et les gendarmes interviennent, et là oui, ils viennent saisir l'émetteur, mais tout ça se passe parfois en toute amitié, puisqu'il arrive parfois que les gendarmes avouent qu'ils écoutent la radio en question, ils écoutent Radio 66. Donc les choses ne sont pas ni manichéennes, ni terriblement violentes à l'époque. La loi, parlons-en, on va y revenir là aussi à plusieurs reprises. La loi Leca 1978
qui rappelle ce qui est stipulé ici à l'écran. Il faut voir qu'on parle d'amende, de 58 000 € équivalent en monnaie constante d'amende, mais au demeurant, il y aura 2 cas de figure comme celui-là en France, donc l'amende elle est surtout dissuasive, c'est pour faire peur parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'action concrète et violente en tout cas, ou dissuasive donc, contre les pirates. L'État réagit ensuite, puisque nous ne sommes pas seuls en France évidemment, bouclier sur tête, Radio 66 ou Perpignan, on n'est pas seul en France, et donc en réaction, l'État annonce qu'un jour, bientôt, il va créer lui-même des radios qu'on pourrait appeler des radios libres. Elles seront d'État, donc elles seront par définition pas libres, mais en tout cas ce seront des radios qui auront répondu à l'appel d'air que commencent à créer de ci, de là en France tous les équivalents de France de Radio 66, de Satellite 3000, etc. Je reviens sur Radio par la Racine, la radio antinucléaire, pour vous dire qu'elle a disparu dans l'année 78, puisque même si la lutte antinucléaire n'a pas cessé, elle se poursuivra en 1980, comme je vous le disais, puisqu'il y a eu une manif importante qui est passée par Poli et Banyuls, mais en tout cas cette radio cesse parce qu'elle considère que la manifestation d'Ig a été un succès, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc la cause étant entendue, place à la musique, place à Radio 66, et donc par extrapolation, donc la multiplication de toutes ces radios en France fait que l'État se dit il va se passer quelque chose. Comme souvent en France et dans beaucoup de pays occidentaux en général, c'est la société qui devance la loi. Souvent les gens sont un peu plus en avance que le législateur. Et donc la radio fait partie de ces sujets qu'on appellera bien plus tard sociétaux, qui forcent l'État, qui invitent en tout cas l'État à commencer à réagir. On verra ensuite que la bascule politique entre Giscard et Mitterrand fera que rien ne va changer pour la radio. C'est un épisode qui va venir. Justement, nous y sommes, février 81, sur la partie gauche de l'écran, on a un extrait du journal interne du PS, Le Point et la Rose. Le Point et la Rose est le magazine interne du Parti Socialiste. Le rédacteur en chef s'appelle Lionel Jospin, qui ne s'est pas encore illustré comme il le fera plus tard. Et cet article, que vous voyez ici affiché, 94, donc sur la fin des articles, indique qu'un jour, il y aura la possibilité de monter des radios locales dans le cadre du service public. Les personnes qui ont, à l'époque, imaginé de faire de la radio, celles qui en faisaient déjà, les radios 66 ou les satellites 3000, font une sorte de surinterprétation de cette proposition en pensant que les radios libres seront autorisées. Ce sera le cas, mais dans des circonstances qui seront pas forcément aussi engageantes que ce que ne laissait penser l'article ici. En tout cas, les tenants de radio libre, radio pirate, votent massivement Mitterrand, en règle générale, ça a été démontré, parce que forcément ils savent que Mitterrand c'est l'homme qui va libérer les ondes, même si en fait c'est eux qui les ont déjà ouvertes, mais c'est Mitterrand qui va légaliser en fait, qui va donner des papiers quelque part à ces radios qui étaient clandestines, donc sans papier, si vous permettez cette métaphore. Donc voilà, nous sommes en 1981, François Mitterrand sera élu assez rapidement, et à partir du mois de mai, puisque Mitterrand a été élu, arrivent des radios à Perpignan, 2 radios essentiellement, celle de droite, Stéréo 66, et la nouvelle mouture de Radio 66. On a rajouté stéréo parce que c'est vachement bien de dire stéréo à l'époque. Et puis sur la gauche, c'est Radio Rose qui naît dans le quartier Vernet-Salanque à Perpignan et qui est créée par 2 personnes, l'une qui travaille à la Compagnie des Eaux et l'autre dans une usine de minerais à Sals. Alors elles n'ont rien à voir avec la radio, le journalisme, la musique, la communication. Elles aiment souder des composants, des camphaires à souder, et elles ont envie d'inventer quelque chose. Donc nous sommes ici à l'orée de la nouvelle époque de la radio libre, lorsqu'elle va cesser d'être pirate et elle va devenir libre. On n'y est pas encore. Mitterrand est élu, la promesse est faite de libérer les radios. Forcément, ça se fera après l'été. Vous savez qu'en France, la France est le seul pays d'Europe où les ministres sont en vacances en été. Je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais la présidence baisse le rideau, ce qui fait qu'on reprend les activités. D'ailleurs, on appelle ça la rentrée en septembre. Ce n'est pas le cas en Espagne, en Allemagne, en Italie. Et donc, forcément, les pirates, en attendant que la loi arrive et que les ministres et les cabinets se remettent au travail, ils jouent la récréation. Et c'est le premier été d'explosion de la radio libre. Faut pas rêver, chanson demandée par François, il a dit à sa
femme et à son plaisir personnel. Et la stéréo-66, vous ne composez plus le 34, 78, 78 pour vos dédicaces, c'est terminé. Tout le monde peut appeler, vous savez, de Perpignan, Collioure, Manus, votez pour Céry, votez bien sûr pour Villeneuve de la Sœur. Sabrina est grande, alors moins de 10 ans, Sabrina, c'est ça? Non, 9 ans et demi. Alors Sabrina de base, en quelle classe tu es? Tu sais écrire en 10 ans, tu te rends compte, tu sais même faire la vaisselle, je parie, non? Oui. Tu l'aides à ta maman? Oui. Et à ton papa, tu l'aides? Oui, parce qu'il est sorti de sa balle. Je suis un acteur, il est musicien. A tu Marcelo, che te? Che cosa tu parla qui? Non soprattutto io Marcelo, a festa, con questo qui. Podevo studiare prima questa doppia, ma poi ho dedicato questa colonna di West. E sono fermento del film, e sono uomo che è in scavi sulla house lì, non guarda alla playa. Il y a une race donc à ça. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ah, il n'y a plus, mais j'espère que vous allez bien quand même, un petit peu. En fait, on voit plus c'est facile que ça, ça fait pousser les champignons, ça fait pousser les salades, tout va bien quoi. Bonjour, c'est Colette Martial qui vous parle. Tous les matins sur Radio Journée Catalane, je vous propose l'horoscope de la journée. Com cada fi de tarda de diumenge estarem aquí plegats durant una hora per ballar un ball de gelant diadat. En aquell diumenge 20 de març anem a provar de ballar. Nosaltres hi posem salsa! Avui a Radio Arrels, Mongo Santa Maria. Il fait des nominations en vacances sur le 134, mais il aime ça confondu. En ce samedi 18 juillet 1982, je souhaite qu'il a marqué dans toutes les sanglots. Le risque de former des Jésus. En plus, il ne prend pas un gars se faire envoyer. Vous allez rappeler du moins les fréquences 6, toutes ces émissions dans le lit de semaine. Il nous a 45 minutes. Tu m'appelles? Bueno, ya esta zona yo creo que hoy empezamos bien con la zona madrileña. Vamos a comentar de un joven que se llama Jaume de Llagostera. Llagostera, pues muy bien. Se ha de dedicar a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Finalisation des rencontres pour secours. Vous votez sur le 50 0530 indicatif 68. Vous êtes proposé par le TVS Jean Hermos. Comme tous les vendredis jusqu'à 20h, vous êtes accompagné de Jean Pierre, pour son jukebox. C'est gros, 94,7 MHz. Sur ce, je vous quitte, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Salut. C'est un aperçu de l'époque, j'espère qu'on ne va pas manquer de batterie. C'est un aperçu de l'époque, il y a quelques extraits de 1982. Donc j'ai un peu débordé par rapport à ce que je vous annonçais sur l'été de la récréation de 1981. Vous avez compris que voilà, on est à une époque où on tente beaucoup de choses et que la radio libre n'est pas homogène, puisqu'il y a des émissions déjà assez construites, et puis des émissions qui sont une espèce de pagaille entre... Il y a un jeune couple là qui est en train de parler, par exemple, sur Fréquence 66. Ils sont en train de parler parce qu'en fait, la jeune fille qui parle, elle est peinée parce que le garçon qui est avec elle, c'est son copain, et il part faire l'armée la semaine d'après. Du coup, la radio va arrêter parce qu'il va à l'armée. Vous voyez que des fois, la radio, ça tire un peu. C'est une période quand même qui fait que tout n'est pas homogène. Il y a radio libre et radio libre, forcément. Et les choses vont s'éclaircir assez rapidement. À partir de novembre, on va y venir. Mais tout d'abord, arrêtons-nous sur l'été 81. Nous sommes des indépendants qui tentent de contenter tout le monde avec les deux radios leaders. Alors je dis leader parce qu'à l'époque, il n'y a pas de sondage. Mais au demeurant, on se rend bien compte quand même qu'il y a une forte audience, ne serait-ce que dans les voitures, dans les restaurants, dans les cafés, dans la rue, dans ce que racontent les gens, au café du commerce, comme on dit. Et donc là, dans l'Indépendant, des reportages sur les deux radios leaders. En haut à gauche, l'appartement de Pierre Fruité dans le quartier du Vernet de Perpignan. En bas, dans une villa qui est louée déjà. Donc il y a déjà la préoccupation d'externaliser tout ça, de ne pas faire la radio chez soi, mais de la faire dans un lieu neutre, en tout cas un lieu extérieur. Nous sommes dans le quartier Saint-Gaudéric de Perpignan, en face du stade du lycée Jean Lurçat, pour ceux qui connaissent les lieux. Et à droite, nous sommes aussi, à la même période, dans le même studio, mis à part que la photo est en couleur, c'est la seule différence. Stéréo 66 qui montre dans l'Indépendant, qui montre qu'elle est une radio écoutée, puisqu'elle ouvre le courrier. Il y a les enveloppes ici, et puis il y a apparemment un appel téléphonique pour prouver que on est important, on reçoit du courrier,
on est dans la communication, etc. Alors j'ai appelé cette diapositive, comme vous voyez, petit, moyen et grand impact, parce que si on tient compte, même s'il n'y a pas de chiffres, si l'on tient compte que ces radios, ces deux petites radios avec très peu de moyens sont bien écoutées, si on se met à la place de l'État, on peut se dire, c'est peut-être un peu compliqué, un peu disproportionné de penser qu'on peut créer une radio libre avec très peu de moyens, mais avoir beaucoup d'audience, puisqu'il y a une attente sur la FM, une attente d'entendre de la musique qu'on n'entend pas sur Radio France, sur France Inter ou sur France Musique. On a pu entendre tout à l'heure, il y avait du reggae, il y a de la salsa par exemple, à l'époque, même encore aujourd'hui d'ailleurs, on peut toujours attendre pour entendre de la salsa ou du reggae sur France Inter. Et parallèlement, à l'époque, il y a ce côté obséquieux. Non, j'ai dit une bêtise? Non, non, je dis quand ils sont en grève, ils en passent. Oui, c'est vrai que le programme musical de Radio France est extraordinaire. Quand, oui, c'est tout à fait... C'est vrai. Je ne sais pas si se mange sur FIP ou pas, mais il y a tout un truc qui fait que c'est exact. En tout cas, je partage. Tout à fait. Donc voilà, donc il y a une forme de disproportion, et quand on se met à la place de l'État, on se dit, oulala, est-ce qu'il n'y aurait pas péril dans la demeure si avec très peu de watts, très peu de budget, on peut avoir de l'audience? Ça peut mettre, ou remettre en cause, en tout cas, la radio d'État, qui est le fruit d'études, d'ingénierie, de hiérarchie, je ne sais pas, il y a des cadres, des salaires, des syndicats, que sais-je, hein, etc., etc. Vous voyez un peu la complexité, la disproportion sur laquelle j'insiste. Nous sommes ici début 82, en janvier, je crois, dans le studio de Radio Rose, qui est devenu, même fois qui a grandi, Radio Rose. Radio Rose est partie au Moulin à Vent à Perpignan, dans une tour, face au parc des sports du Moulin à Vent, et elle accueille un artiste de passage à Perpignan. Il fait un gala, alors je ne sais pas si c'est au Palais des Congrès ou autre, il faudrait que je recherche, en tout cas il est de passage à Perpignan. C'est Roland Magdal qui, en tant que stratège, on va dire, son agent, comme le fera aussi l'agent de Renaud, le chanteur par exemple, et bien d'autres, dit il faut que tu passes dans des radios libres en France, parce que les radios libres, c'est là que ça se passe. C'est pas sur France Inter ou autre, puisque France Inter n'a pas d'émission locale ici, tout comme FR3 Radio. Donc nous sommes ici à Radio Rose, une rousquille dans la main pour signaler l'hospitalité catalane, n'est-ce pas, envers Roland Magdal. Et puis je reviens sur cette affaire de disproportion et de moyens de bricolage, les moyens dérisoires d'une radio qui permettent d'être très écoutée. Remarquez que la salle d'accueil de Radio Rose, c'est une cuisine. Si la photo est élargie, on verrait l'évier. Et on a un chauffe-eau. C'est, me semble-t-il, significatif de voir qu'à l'époque, la radio libre est quelque chose de très spontané, qui demande peu d'argent. Et donc, forcément, ça fait réfléchir l'État. La preuve, l'État numéro 3, le gouvernement a changé, mais forcément, l'État reste l'État. Et donc, on est passé de Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand. Et du coup, ce qui se passe avec cette transition, c'est que le 18 août, comme vous le voyez, sont annoncées des radios décentralisées qui seront là des contre-radios, des radios qui d'ailleurs vont imiter les radios libres. On aura le cas à Paris, par exemple, d'une radio qui s'appellera Radio 7, qui est une sorte de fausse radio libre, qui prend le ton de la radio libre. Elle a un logo de radio libre, mais elle est financée par l'État et tout le monde est fonctionnaire dedans, ce qui n'est pas tout à fait synonyme de liberté, en tout cas en France. Nous voilà donc avec Radio France aussi, on arrivera un an plus tard, mais il m'a semblé bon de vous l'indiquer tout de suite, pour que les choses soient moins abstraites et qu'on puisse toucher du doigt ce que signifie ce projet de Michel Cotta. Alors, l'État réagit 4 avec la loi, puisqu'il faut bien quand même que la loi sanctionne la réalité. Nous avons donc la loi de 1981, novembre, qui arrive. Les radios que j'ai appelées libres jusqu'à présent, qu'on appelait pirates auparavant, sachant que ce sont des dénominations d'ordre romantique, journalistique, etc. Ce ne sont pas des dénominations scientifiques. Si on parle de science, en tout cas de loi ou de légalité, s'il faut parler de manière un petit peu juridique, on va les appeler radios locales privées. Les personnes qui font de la radio à l'époque les appellent des LRP, oui absolument, des radios locales privées. Et donc c'est comme ça qu'on les appelle. Elles ont pour obligation de reposer sur une association, pas de publicité comme vous le signalez, et détail très important que je me plais toujours à expliquer lors des conférences. Vous voyez qu'en bas, il est indiqué que les radios peuvent couvrir 30 km. Alors c'est important parce que ce choix de 30 km émane du Sénat, mais l'Assemblée nationale, elle, ne souhaitait que 5 km. Et c'est le Sénat, avec l'insistance de l'UDF à l'époque et du Parti communiste, qui se rejoignent au moins sur cette idée-là, comme quoi il faut que les radios puissent rayonner davantage,
puisque, pour prendre une image qui me paraît la plus juste, imaginez 5 km depuis Montmartre, ou depuis la tour Montparnasse, ou depuis la tour Eiffel. 5 km, ça fait, je ne sais pas s'il faut dire 2,5-3 millions d'habitants, ça fait beaucoup de gens. Mais quand vous êtes à Toulouse, ou quand vous êtes à Banyuls, 5 km, c'est même pas Cerbère. Donc forcément, tout est question d'échelle, mais pas seulement, tout est question de géographie. Donc un choix parisien n'est pas toujours judicieux lorsqu'on est ailleurs qu'à Paris. C'est là que le Sénat, qui est la chambre des élus, pas tout à fait locaux, mais qu'on appelle plus proche du peuple ou du terrain, c'est là que le Sénat a son importance dans notre affaire de radio libre. Alors, une carte importante, c'est celle de toutes les radios qu'on aura sur la période de 77 à 87. 77, Radio par la Racine. 87, c'est lorsque une deuxième étape sur laquelle nous allons nous arrêter va venir. Vous voyez que la géographie est tout à fait logique, tout ça. Là, ça correspond pas tout à fait aux montagnes, mais ça correspond quand même au bassin de population, à peu près. Vous voyez que le Cassir, qui est ici, Formiguères et les Angles, n'a pas de radio, n'aura jamais de radio. Enfin, si, il y aura une micro-radio à la mairie des Angles pendant quelques temps. Et puis le Fenouillède, l'Esquerde, Trévillac, Saint-Paul, Poniès n'aura jamais de radio. Leur radio à eux, d'ailleurs, ce sera Radio Client et Radio Malade, qui est dans l'Aude, mais ça serait une autre aventure à vous raconter. Donc voilà pour l'essentiel, pour le côté impactant de cette carte. L'idée de la carte revient à Gérard Bonnet, qui est mon éditeur, qui nous fait la gentillesse d'être présent ce soir parmi nous. Gérard qui a la vertu et l'avantage d'être bagnolinque à temps partiel. Comment est-ce qu'on appelle les gens qui habitent Banyuls le week-end? Il faudrait inventer un nom. En tout cas, il est bagnolinque à temps partiel, mais donc il aime et de plus en plus la commune. Et son attachement est éprouvé ce soir. Et puisque j'en suis à parler de personnes qui sont dans le public, je remercie de leur présence, et je me méfie de leur présence, je dis ça bien sûr pour rire un peu, à Patrick Boudet et Olivier Robert qui sont là. L'un a participé à Radio Barcarès, sur laquelle on va insister quelques instants, et puis l'autre a participé à 2 aventures importantes, en tout cas officiellement dans la radio, qui sont celles de Radio Caddy à Vernet-les-Bains et celle de Radio Grand Air à Prades. Voilà, je dis que je me méfie parce que si je dis une bêtise, ce qui peut arriver, ils vont me corriger, donc je parle, messieurs, sous votre contrôle, ce qui est parfait comme ça au moins, j'espère que ça file droit. Alors nous voilà avec Perpignan, une autre carte qui est un zoom en fait sur la carte précédente. On a une certaine densité de radios dans le quartier du Vernet, vous voyez, toutes les radios indiquées en haut de la carte en particulier. On va s'arrêter sur ces radios parce qu'elles sont toutes différentes. Les logos prouvent déjà la diversité, voire les moyens d'ailleurs. Il y a des logos qui sont plutôt réussis, d'autres qui le sont moins. Radio Caddy, tiens, avec Olivier, elle est ici, Radio Caddy. Le Caddy, c'est... bon, je sais qu'il y a l'homophonie avec les Caddy, qui est une marque, d'ailleurs, les chariots de supermarché. Mais le Caddy, c'est surtout la marque d'une rivière qui descend du Canigou, Fillols, Vernet, qui se jette dans la tête à Villefranche-de-Conflans. Stéréo 66, on en a parlé. RBM, Radio Barcarès, Méditerranée. Je parlais de Radio Barcarès, la voilà. Radio Billy Soleil est la radio qui appartient à des administrateurs du journal L'Indépendant. Elle est née en 1982. Quelques exemples comme ça. Fréquence Sud, née l'été 82 sur la volonté de la mairie d'Argelès-sur-Mer, époque Isidore Fouric, puis Jean Carrère, avant que n'arrive Pierre Lagasse, donc c'est pleine époque Jean Carrère, maire d'Argelès, qui finance à 100% la radio. Quelques exemples comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ce serait par exemple Radio Bella qui ne durera pas. Elle va arriver en 1983 pour défendre l'usine Bella, l'usine des poupées Bella, qui ne résistera pas à la concurrence mondiale et qui fermera ses portes l'année suivante. On a Radio Catalogne qui est la seule radio, à ma connaissance, de notre département qui soit très fortement hispanophone, qui est d'ailleurs créée par un Andalou d'origine, passé par le Pays Basque, qui s'appelle Luis Sanchez. On a ici Elio Radio, c'est le seul cas de figure avérée de personnes qui partent de Radio Rose parce qu'elles considèrent que Radio Rose est devenue un peu trop commerciale entre nous, un peu trop gnangnan, comme on dirait, mais aussi
un peu trop aguichante, ou aguicheuse plutôt, et donc il crée une radio plus intello, qui diffuse de la musique rock américaine, de la musique plus pointue, du jazz, etc., des émissions de poésie, donc qui s'appelle Eldo Radio, et qui est installée en plein Perpignan. Une autre série de logos, qui sont parfois relatifs aux mêmes radios. Ares, dont je n'ai pas encore parlé, c'est la seule radio catalanophone à 100%, créée l'été 81, dans le quartier du Vernet. Elle partira ensuite à Canoës, quartier du Vernet à Perpignan, elle partira ensuite à Canoës pour revenir à Perpignan. Radio Pyrénées Catalane, radio intéressante qui est basée à Font-Romeu. Intéressante parce que, tout comme Fréquence Sud à Argelès, elle diffuse des informations routières. Fréquence Sud diffuse des informations pour les baigneurs, hein, la fameuse couleur du drapeau. Le drapeau est-il vert ou rouge cet après-midi? Est-ce que c'est de la marinade ou de la tramontane? Quelle est la température de l'eau? Et Radio Pyrénées Catalane, c'est plutôt quelle est la hauteur de neige ce matin au col de la Perche ou au col de la Yoze, pour ceux qui connaissent, dans le secteur de Aigatel, Talau, vers Matomal, par exemple. J'insiste là-dessus d'ailleurs parce que le fait d'être pointilleux, comme ça, de dire c'est dans tel endroit, tel fleuve, tel quartier, la radio libre c'est ça. On y insistera peut-être tout à l'heure sur le fait qu'il y a un degré de précision qui est important parce qu'il colle à la réalité des gens. Lorsque Radio Pyrénées Catalane annonce que le col du Puy-Morin s'est fermé, c'est important, pas forcément pour les gens de Bagnous, naturellement, mais pour les gens qui habitent à Irabals ou qui habitent à Bourg-Madame ou au Pas de la Case, c'est forcément une information de première main, sachant qu'à l'époque, Radio France n'est pas encore opérationnelle, donc il n'y a pas de radio publique qui diffuse sur les ondes, partout dans le département, ce type d'information. Donc, un certain service est rendu à la population. Radio Tuire, qui est ici, sur laquelle on entendra d'ailleurs des jingles dans quelques instants, jingles sur lesquels intervient Olivier Robert, présent dans la salle. Radio Tuire qui intervient aussi avec le collège de Tuire, par exemple, avec le maire, avec l'opposition au maire aussi, avec les artistes du territoire, avec les commerçants. Il y a donc cette volonté d'application qui ne sera pas démentie au fil de la durée de vie, de la période de vie des radios libres. Quelques exemples, il y a un exemple assez fantasque ici. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est pas grave. C'est RLI, vous voyez, Radio Libre Internationale, qui est une radio qui se prétend radio libre et internationale, ce qui est déjà presque antinomique. Hein, c'est un oxymoron, comme on dirait en littérature, puisque ça paraît pas évident d'avoir très peu de puissance, mais à la fois de rayonner sur l'international. Nous sommes à une époque aussi où, comme tout est un peu déclaratif, on n'est pas forcément dans le total légal, des fois les radios sont ce qu'elles veulent bien dire qu'elles sont. Hein, il y a une certaine marge d'exagération, parfois de bluff, et en tout cas de ce que je me plais moi à appeler de la frime, parce que c'est aussi les années 80, les années de la frime et des matu-vus. Donc, on a ces périodes-là des radios libres, on a ces périodes-là des trois lettres. À l'époque, RMC est la radio leader ici, par exemple, elle est à 24% encore en 1990. Radio Monte Carlo, on l'a vite oublié, mais c'était une radio extrêmement écoutée dans le sud de la France, alors que RTL est la radio du nord de la France. Et forcément, le point commun, ce sont les trois lettres RTL et RMC, qui est un standard très apprécié en France. Du coup, on l'a vu tout à l'heure avec RBM pour Radio Barcarès Méditerranée, parce que quand on a trois lettres, ça fait sérieux. On aura TFM, qui est l'ancienne Radio Tuire, mais on l'appelle TFM parce que ça fait mieux. Et on a RPC pour Radio Pyrénées Catalane. Et quelques exemples que j'oublie peut-être dans RLI, forcément, qui est l'exemple flagrant ici à l'écran. Et puis RMS, qui sera à la fois Radio Midi Soleil et qui sera repris ensuite sous le nom de Roussillon Média Sud. Vous voyez, le tout, c'est de trouver en fait des sigles qui aient à peu près un sens. À peu près, parce que parfois c'est totalement fantastique. On va revenir sur un petit peu de son. La radio libre, ce sont des autocollants, on appelle ça des signatures graphiques aujourd'hui. À l'époque, on appelle ça des autocollants. Hein, mais même à l'époque, on ne parle même pas de logo. C'est après on commence à parler des logotypes et de logos, etc. Donc on a cette signature graphique, et puis il y en a aussi la signature sonore. Fréquence Sud, FM stéréo. Fréquence 98.8. Fréquence verte 66 208 de la haut. FM 90.8.
ensemble sur fréquence des sons stéréophoniques, il est 11h passé de 30 secondes. Allô, 68 34 78 78, stéréo 66 à votre service. FM Stéréo. Musique, info, rire. Vivez avec votre région, écoutez Cuivre FM Stéréo 24h sur 24. Par rapport à l'époque lors de laquelle nous n'avions que 3 radios sur la FM, vous voyez bien que ça s'est largement densifié, la variété est arrivée, variété à tous les sens du terme, variété musicale, variété du ton également. On a bien entendu, lorsqu'arrive Thuir FM Stéréo, il y a un ton qui est là, il y a un aplomb comme on dit, alors que d'autres radios ont moins d'expérience forcément et puis moins d'aplomb tout simplement. L'aplomb étant la magie lorsqu'on a un micro devant soi. Alors, la radio, esthétiquement, on a vu ce que ça peut donner au niveau de l'oreille, au niveau de la vue, mais il y a quand même les pépettes, comme on dit. On a dit combien, quand, pourquoi, combien on va s'y arrêter, qui finance les radios. Pour l'instant, c'est le grand bricolage. Ça durera ce que ça durera. Nous avons ici Radio Pyrénées Catalane à la Foire de Prades en septembre 1983. C'est la grande époque des podiums. C'est un petit peu passé tout ça. Il y en a encore quelques fois à l'été, mais enfin, on n'est plus trop à l'époque des podiums. D'ailleurs, on n'est même plus trop à l'époque des autocollants. Je ne sais pas si vous avez des autocollants sur la voiture, mais c'est une mode qui a sacrément reculé depuis 20 ou 30 ans déjà. Donc, on peut adhérer à une association, c'est le cas ici avec l'association Radio Caddy, dont je vais vous parler, les dons d'auditeurs, parfois il y a des mécènes, mais enfin c'est pas non plus, ça court pas forcément les rues, les business angels, comme on dit aujourd'hui. Les animations, on les a ici, les autocollants, la publicité déguisée, parfois on peut avoir un ami ou une connaissance qui a un restaurant ou une grande surface de bricolage. On peut tenter de passer un petit peu de publicité en douce, pas avec des messages publicitaires, pas avec des messages explicites, mais plutôt avec des interventions entre deux disques. Avec l'air de ne pas y toucher, on peut parler de tel ou tel commerce. Les parts capitalistiques, là ça nous renvoie à Radio Midi Soleil, la radio qui est proche de l'indépendant à Perpignan. Et puis entre autres, les groupes d'amis et collègues financeurs, là ça pourrait nous renvoyer par exemple à Radio Rose, dont la plupart des financeurs, à hauteur de 500 francs à l'époque, ces financeurs travaillent pratiquement tous à la SNCF, où c'est le cas à Fréquence Verte, la radio de Villeneuve-de-la-Raho, qui a une belle portée, qui a une belle couverture de Perpignan et bien au-delà. Fréquence Verte qui, comme son nom l'indique presque, est une radio qui émane de cadre du Crédit Agricole. En tout cas, il y a la couleur verte, qui est, puis la connotation aussi qui est en commun. Donc, les difficultés vont arriver, elles sont là, nous sommes à l'approche de Noël 1981, l'émetteur de Radio Arels à Canoës a fondu, la radio Arels lance un appel dans le journal indépendant. À gauche, Radio Val-Espire à Amélie-les-Bains, je ne vous avais pas encore parlé de Radio Val-Espire, c'est une petite radio qui a l'intérêt de couvrir de Brest-de-Mouillot jusqu'à Céré et le Boulou. On voit ici Madame le maire, à l'époque elle s'appelle Jacqueline Alvy, et elle rend visite à la radio, parce que ce phénomène nouveau à l'époque qui est celui de la radio libre, on est en octobre 81, on a eu un premier été d'explosion de la radio libre, la loi n'est pas encore arrivée, elle-même étant à l'époque, je ne sais pas si elle est femme de sénateur ou femme de député, en tout cas c'est l'épouse de Paul Alduy, qui forcément a une proximité avec le pouvoir, le sommet du pouvoir, donc l'affaire de la radio libre l'intéresse elle-même.
La preuve, c'est qu'elle fait une visite à Radio Vallespire et elle va proposer à Radio Vallespire de descendre, puisque Radio Vallespire est en haut de la ville, elle va proposer de descendre au gymnase pour bénéficier de locaux un petit peu plus spacieux. Ce sera l'obole municipal versé à la cause de Radio Vallespire. On a ici, bien plus tard que ça, les galères financières de Radio Barcarès Méditerranée. On est en 1986, et là c'est un comité de soutien qui est créé pour tenter de donner de l'air, donner de la respiration à cette radio, Radio Barcarès, qui est créée par la mairie en 1982, mais qui bat de l'aile dès 1985-86, et donc qui lance cet appel. Alors, puisque les radios battent de l'aile, j'ai oublié en haut la console de Stéréo 66, la radio leader de Perpignan, qui à cette époque-là a déménagé quartier Saint-Martin, et qui invite les animateurs, qui sont bénévoles, à inciter les auditeurs à envoyer 5 francs en timbre. À l'époque, ça se fait beaucoup, on envoyait des paiements en timbre. Et donc, contre 5 francs en timbre, la radio enverra un autocollant. C'est une manière de soutenir la radio, mais aussi de faire la pub de la radio, puisqu'avec un autocollant sur la voiture, forcément, ça fait double gain, double efficacité pour la radio. Pour aider les radios qui le souhaitent, les radios qui souhaitent être ou rester associatives, l'État intervient et vote le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, 41 ans après, puisque là nous sommes en 1983, on est en décembre pour la loi qui est votée, le décret qui paraît, mais la mesure démarre le 1er janvier 1983. Pour les radios qui souhaitent rester associatives et qui ont l'esprit associatif et pas trop l'esprit trop à séduire ou trop à faire du commerce, je pense à Arels, à Perpignan, ou à Radio Évangile, qui est une radio réformiste de l'église réformée, qui est basée à l'époque à Perpignan-le-Vernet, qui aujourd'hui existe encore et qui est basée à Saint-Nazaire. Je pense aussi à Radio Grand Air à Prades. Il y a cette possibilité de recourir à une aide d'État. On verra plus tard que les aides d'État, elles ont leur temps et qu'il faudra bien trouver d'autres solutions. On va insister quelques instants sur les contenus, puisqu'on a eu les jingles tout à l'heure, les jingles radio, on a eu des émissions qui étaient, ma foi, pas très construites, qui étaient un peu basées sur de l'improvisation, sur du loisir à l'état pur, mais on a aussi sur les antennes parfois des émissions très construites, on pourrait presque dire même trop construites. Alors j'aurais voulu, en quelques mots, que vous nous situiez un peu notre démarche qui va de Marc Choidanko à Ludovic Massé. Ce qui m'a plu dans l'œuvre de Ludovic Massé, c'est ce registre oculaire, respectueux du public. On rencontre aujourd'hui, comme on l'avait rencontré la dernière, Radio Grand Air était déjà présente à la première foire du Fenouillette. La radio du Conflent fait un effort en faveur du Fenouillette, et j'ai auprès de moi Jean-Marie Giraud. Jean-Marie Giraud qui aujourd'hui nous a promené dans le Fenouillette. On a vu des entreprises totalement méconnues. Je souhaite à tous ces jeunes de continuer à leur épanouissement montuire, de continuer à y semer la joie comme ils le font. Vous savez que les villages où disparaissent les écoles sont des villages qui meurent. Mais je veux aussi pour la population active, pour ceux qui travaillent à Tuire, autour de Tuire. Comme accoutumé à Perpignan, en ce mois de juillet 1983, pour la fête nationale du 14, le programme des cérémonies officielles était particulièrement précis. 9h, c'était l'heure d'arrivée de monsieur le préfet, accompagné du colonel Chauffeur. Chers auditeurs de Présence FM, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Et puisque c'est Noël, nous allons lire le récit de la naissance de Jésus-Christ tel que le rapporte l'évangéliste Luc. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tout de suite, François Hernandez, en direct du Ventre avec Michel Platini. Vos appels, vous qui les direz en communication avec Isaac Régnier pour
l'intérieur. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur, je vous appelle le quartier. Vous avez votre âge. Oui. Et je voulais savoir si je vais faire un petit. Vous êtes originaire de Perpignan? Non, pas du tout. Un communiqué sur fréquence verte, SOS Animaux fait encore une fois appel à votre générosité. Ce refuge de Perpignan, situé sur la route de Narbonne, héberge près de 200 chiens et chats en attente d'adoption. Madame Ornière se tient à votre disposition. Appelez-la en composant le 52 70 86. Nous retrouvons la météo avec Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour, voici le quotidien météorologique pour ce lundi 8 octobre 84, l'enseignement complémentaire pour la navigation de plaisance à la pêche côtière entre Cap-Servère et Narbonne. Ce coup-ci, on a le droit de Ouest-Provence, grande Narbonne. Angelica, pourrais-tu dis-moi le moi? Es una historia que se pasaba en un contrabandier y de los peleos que se agarraban en un café a por una paella y se pasaban en moto al sol que se tocava com pregos, se'n fui i s'enganxa a la legió i se'n va al desert. En fi, el que era pas mort i torna a atrapar la seva africana que l'esperava sembla candeleta. Pour ce qui est des informations locales, on annonce que dans les Pyrénées-Orientales, un contingent militaire est attendu à partir d'aujourd'hui afin de renforcer la surveillance des divers points stratégiques de la frontière. Une patrouille sera notamment postée à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes. On connaît aujourd'hui les causes de la pollution de la tête qui a décimé des tonnes de poissons et fait courir un risque d'intoxication à près de 50 000 habitants de Perpignan. 2 agriculteurs d'Ille-sur-Tête ont été inculpés de vol qualifié et pollution pour le premier et de vol qualifié pour le second. On a la preuve ici que la radio libre est impliquée dans le territoire, on est dans la totale proximité, on a des infos, on a des émissions de loisirs comme vous l'avez entendu. On a donc cette volonté qui reste spontanée encore, volonté d'épouser ces années 80 qu'on a pu connaître avec la fête de la musique, par exemple, à partir de 1982, avec pas mal d'initiatives. Ce sera l'ouverture sociétale. Je pense à l'arrivée, par exemple, d'SOS Racisme, qui montre que la France a à la fois des craintes, à la fois de l'espoir, à la fois de l'initiative, que la jeunesse prend la parole, comme elle a tenté de le faire en 1968, et apparemment les années 80 tentent d'être, en gros, la mise en musique, quelque part, de 1968. Je dis en principe parce que, rapidement, les personnes qui ont cru vont déchanter. Alors, nous avons ici François Mitterrand, à sa droite, un Catalan que vous connaissez, qui s'appelle Jacques Seguela, qui est l'auteur du slogan de campagne qui a donné la victoire à Mitterrand, Génération Mitterrand 88, mais d'abord La Force Tranquille, 1981. Et donc, les deux hommes discutent et Jacques Seguela convainc François Mitterrand du fait d'autoriser la publicité sur les radios libres, puisqu'elles sont à la peine. On a vu qu'il fallait organiser des événements, il fallait faire payer des autocollants, il fallait animer des foires pour tenter de s'en sortir un peu. C'est l'époque, pour revenir aux années 80, le triomphe du bénévolat culturel, comme l'appellent les sociologues. Et donc tout ceci n'a qu'un temps, puisque forcément on se fatigue. Qui plus est, la jeunesse qui crée des radios, qui anime des émissions, elle part faire des études souvent ailleurs, ou alors elle fait sa vie, elle chemine. Et donc du coup, les radios sont plus ou moins condamnées, en tout cas elles sont à la peine. Donc la décision est prise. Jacques Seguela convainc François Mitterrand d'autoriser la publicité sur les radios libres. Et bien évidemment, si on extrapole en partant de notre département, on regarde d'abord les registres d'État et on voit que le ministère de la Communication reçoit à la fin de l'année 82, enfin il aura reçu à la fin de l'année 82, 3000 dossiers de régularisation de radio. Donc il y a 3000 projets de radio à l'époque, fin 82, en France. Certaines existent déjà, d'autres n'existeront jamais parce qu'elles seront soit pas autorisées ou alors elles vont s'essouffler, elles ne passeront pas le stade, on va dire, de le dépôt réglementaire de l'association à la préfecture. Ces radios en tout cas sont nombreuses, elles tapent à la porte de l'État pour exister, certaines y arrivent, on a vu qu'il y en a 65 chez nous sur toute la période, mais on va dire à un instant T ou sur une saison donnée, si on se poste à Perpignan, à Cabestany, à Canoës, là où on capte à peu près toutes les radios en plaine du Roussillon, on a en gros 25 radios proprement locales, Font-Romeu, Tuire, Le Barcarès, Argelès, etc. Et donc,
Si on extrapole tout ça, on voit bien que, je vous parlais de Paris tout à l'heure, à Paris on est forcément plus près du pouvoir de décision, on est quelque part plus près de Jacques Séguéla, plus près de François Mitterrand ou de leurs conseillers, et donc forcément certains ont des infos que nous on n'a pas ici. Les infos, c'est que la publicité va arriver et qu'un jour ou l'autre, la technologie des satellites sera autorisée par l'État, puisque les satellites existent déjà, mais l'accès aux satellites, la location d'un canal satellite est très très cher. À l'époque, on parle de Télécom 2A et 2B, non pardon, de TDF1 et TDF2, et après ce seront Télécom 1 et Télécom 2. Sachant que, enfin je ne sais pas si vous connaissez le sujet un peu, mais les satellites ont une durée de vie limitée, hein, c'est pas éternel, d'ailleurs on ne sait pas trop où ils vont se cracher, mais enfin c'est encore une pollution, ça serait un autre sujet. En tout cas, donc, il y a cet enjeu à l'époque de cette technologie qui va venir, certains savent que la technologie va arriver, et ça donne ceci, rapidement, ça donne la radio Présence FM à Perpignan qui est remplacée par Énergie à Paris, qui est créée en juillet 1981 à Paris, qui arrive à Perpignan 4 ans après, en mars 1985. Paris, c'est important parce que c'est là qu'a été fondée la société Rouge Baiser, qui fabrique des rouges à lèvres depuis 1927. Et Paul Baudecroux, le patron de Rouge Baiser, auvergnat d'origine, il a un fils qui s'appelle Jean-Paul Baudecroux, qui crée Énergie. L'infortune de ce garçon, c'est de perdre son père alors qu'il n'a pas 30 ans. Il se retrouve donc fortuné, donc de son père qui a créé Rouge Baiser, qui a fait fortune pendant la guerre avec un rouge à lèvres indélébile, dit-on. Et donc forcément, il a de la fortune. Il voyage au tout début des années 70 aux États-Unis, il écoute la radio, il se rend compte que là-bas, déjà aux États-Unis, la radio elle a une cadence folle. Ils ont déjà inventé ce qu'on appellera ensuite avec Canal+, le top 50. Et là, c'est le top 40. Donc on passe très peu de disques et on les répète en boucle, en boucle. Ce qui fait que dès qu'on branche la radio, on est familiarisé avec ce qu'on entend parce qu'il y a quelque chose qu'on connaît. Et quand on connaît quelque chose, on peut ensuite se faire transporter pour écouter autre chose qu'on ne connaît pas, mais que l'on finira par connaître, puisqu'on ne le connaissait pas, mais qu'on le connaît, etc. etc., etc. C'est l'espèce de cycle perpétuel inventé aux États-Unis, copié par Énergie, efficacité totale. Énergie donc arrive à Perpignan. Et ensuite, c'est la loi qui autorise les réseaux via le satellite dont je vous parlais, avec la loi de 1986. Il est question ici de réseau satellitaire. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que quand on se positionne en 1986, je doute que quiconque ait entendu à l'époque l'adjectif satellitaire, qui paraît, même encore aujourd'hui, ça paraît un peu lunaire, le côté satellitaire, et pourtant c'est dans le dictionnaire, dans le Larousse et dans le Robert, mais ça fait un peu soit prétentieux, soit futuriste à l'époque. Et pourtant on y est, 1986, avec les réseaux qui arrivent, ça donne ceci, les réseaux, ça donne que toutes les radios sur la gauche ici, les radios que nous avions, deviennent les radios que nous avons. Si je peux conjuguer comme ça, vous voyez que le tableau parle tout seul. La belle radio Stéréo 66, je dis belle parce qu'elle était bien organisée, bien fixée, agréable à écouter, elle devient Fun Radio en 1986, hein, sur les pas d'Énergie, et après en ribambelle comme un jeu de domino, c'est RFM comme vous le voyez, et toutes les radios listées ici. La lecture qu'il faut faire du tableau, on peut faire plusieurs lectures évidemment, mais je vous en donne une, c'est que Énergie, Chérie FM, Nostalgie et Rire et Chanson, c'est la même maison, c'est la maison Énergie. Quand vous écoutez Chérie FM, quand vous écoutez Rire et Chanson, quand vous entendez Coluche sur Rire et Chanson, c'est Énergie. Voilà. Et donc à l'époque, ce n'est pas encore le cas, il n'y a pas encore eu ce rassemblement de radios, mais pour vous dire que qui plus est, sur l'AFM d'aujourd'hui, à Perpignan ou à Banyuls, surtout à Perpignan, parce que l'AFM à Banyuls, elle est un peu crachouillante et moins fournie, on a donc une forte présence du groupe Énergie. Alors, 92, là on a sauté quelques années, hein. On a quelques survivantes, ou quelques dinosaures, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui sont les radios d'ici. Aujourd'hui, il en reste presque tout autant, mais il y a eu un petit changement, puisqu'on n'a plus Rose FM et RMS2, on a Radio Val-Espire, qui est une nouvelle station qui n'a rien à voir avec l'ancienne, qui est à Céré et à Midi-les-Bains, deux studios. Et on a Littoral FM, qui est à Perpignan, qui d'ailleurs a été créé par un colurinque d'origine, qui s'appelle Azema. Voilà pour le pointage. Ensuite, la loi évolue encore en 1994, on avait déjà les réseaux, après on aura les réseaux de réseaux.
époque Carignon, ministre de la Communication. Vous voyez qu'en bleu, hein, j'ai signalé que les réseaux accentuent leur pression. S'il fallait traduire tout ça à l'oral, ça signifie que Énergie, plus Rire et Chanson, plus Chérie FM, plus Radio Nostalgie, le même groupe, peut racheter les radios libres qui sont parfois à l'agonie à l'époque, mais qui ont une fréquence à céder à ces grosses radios, avec un bon son, avec un bon concept et un bon format, comme on ne disait pas à l'époque. Le seuil, vous voyez, monte à 160 millions. Alors c'est toujours étrange qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est la France plus l'Italie plus l'Espagne. En fait, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes un seul individu, mais on peut écouter plusieurs radios. Voilà. D'où la subtilité de multiplier non pas le nombre d'habitants par le nombre de potentiels de radios que l'on peut écouter sur une journée. Et donc forcément, cette radio est quelque part, cette loi, pardon, est rédigée presque ad hoc sur la pression directe de deux radios, deux groupes radio qui sont Énergie d'un côté et qui sont Skyrock de l'autre. Skyrock qui, parenthèse, va remplacer une radio ici, on l'avait d'ailleurs sur la liste ici, il remplace une radio qui s'appelait Roussillon FM, qui est à Perpignan, route de Tuire. Rapidement, quelques déclarations étranges sur la radio libre. Je dis étranges parce qu'il y en aura pour tous les goûts, vous allez voir. On a déjà cette surprenante affirmation du ministre époque Giscard d'Estaing, ministre d'Ornano, qui défend le monopole de la radio. À la photo, sur la photo, vous voyez d'ailleurs qu'il y a le logo de France Inter et de Europe 1, si vous voyez. Voilà. Il y a 2-3 micros qui ne sont pas signalés, le micro officiel, mais donc on voit déjà Europe 1 qui existe aussi, mais pas encore sur la FM. Donc une déclaration assez surprenante, agressive, pourrait-on dire. Nous avons ici la patronne de Radio France qui, avec l'augure de la création des radios locales de Radio France, questionne déjà, on prépare un petit peu les esprits en disant qu'il ne faut pas que les radios locales soient trop locales, en fin de compte. Voilà, là aussi ça peut faire réfléchir. Le patron de Radio Rose, Jean-Pierre Pélisset, qui lui, voyant que sa propre radio, Radio Rose, est convoitée par RTL, puis par RTL2, il finira d'ailleurs par succomber. Il parle de colonisation de la FM, puisque la FM a bien changé, comme on l'a vu ensemble, elle a bien changé en quelques années. Nous avons ici l'esprit français, l'élégance à la française, avec Jacques Goutet, vous le voyez, le patron de l'actuel ARCOM, à l'époque le CSA, l'autorité de régulation des ondes, qui parle donc d'une France uniforme. Moi j'interprète ça, enfin c'est mon interprétation, sur le fait que c'est bien joli d'avoir une fréquence verte, une stéréo 66 et une radio Pyrénées catalane, mais quand même vaut mieux avoir un Chérie FM, vaut mieux avoir un Rire et Chanson, etc. Même si c'est privé, au moins tout ça est homogène, tout ça se ressemble, et ça fait comme ça disparaître de la diversité. Les radios libres sont le germe puissant de l'anarchie, vous le voyez, je le lis pour vous, Raymond Barre. Raymond Barre a raison de dire ce qu'il dit, parce que dans la tête de Raymond Barre, quand on a une radio à Île-sur-Tête, par exemple, qui prône la démilitarisation de la France, ou qui explique que le nucléaire c'est mal, sachant que c'est un homme d'État, il est tout à fait logique en tout cas, qu'il pense ce qu'il pense. On a d'autres exemples que je ne vous ai pas cités, mais on a une radio anarchiste à Toulouse par exemple, une radio qui défend la métallurgie en Moselle, etc. Il y a beaucoup de radios qui se mobilisent pour des causes en France. À Marseille, on aura des radios très très populaires qui défendent les sans-abri par exemple. Autant de sujets, autant de préoccupations qui devraient en principe incomber à l'État. En tout cas, l'État a forcément un droit de regard sur ces domaines, mais les radios libres prennent le pas sur l'État, donc l'État s'inquiète, donc l'État, Raymond Barre, dit ce qu'il dit, et on peut comprendre ce qu'il dit. Nous sommes avec Laurent Fabius, j'appelle ça le en même temps, mais bien avant, le en même temps d'Emmanuel Macron, parce qu'on ne sait pas tout à fait ce que signifie cette phrase, si ce n'est que vous êtes libre, mais dans une grande prison, mais vous êtes libre, mais la prison est grande, mais vous êtes libre. Enfin, on peut discuter pendant, voilà, toute l'ambiguïté du propos. Nous avons ici Charles Pasqua, qui n'est pas l'homme à la matraque qu'on connaîtra plus tard, mais plutôt le responsable en tant que sénateur de mener à bien le sujet épineux à l'époque de la radio libre, et il s'inquiète, à raison, je crois, Charles Pasqua s'inquiète du fait que la radio libre pourrait ponctionner des revenus sur le gâteau publicitaire dont disposent les journaux. C'est sûr que quand on a un équilibre budgétaire pour un journal ici ou là, surtout dans la France hors Paris,
des journaux qui vivent de la publicité, si un opérateur arrive, la radio en l'occurrence, ça peut bouleverser les choses. On a cette même idée qui est dite par la gauche, comme quoi des fois les choses ne sont pas de droite ou de gauche, elles sont d'État, les idées. En l'occurrence, Georges Filiou, qui dès 1982 s'était préoccupé aussi, s'était inquiété sur cette affaire de publicité, puisque François Mitterrand avait réfléchi à la publicité, est-ce que je l'autorise, est-ce que je ne l'autorise pas? Il ne l'a pas autorisé dès le début, puisque vous l'avez vu, il l'a fait en 1984 avec Jacques Séguéla, mais dès 1982, il était question peut-être d'autoriser la pub, mais en la limitant pour ne pas assécher les ressources des journaux. Voilà pour la loi, il fallait en passer par là je pense. Là on est plus dans la légèreté maintenant. La Renault 5 d'un animateur de Radio Rose, c'est sa voiture personnelle. Il a ajouté turbo devant parce que ça fait vachement mieux de rajouter turbo. Voilà, là aussi dans cette période d'exposition de soi, etc. On a Radio Tuile qui vient à Argelès à l'université d'été du RPR interroger Jacques Chirac, qui n'est pas encore Premier ministre, mais qui est déjà maire de Paris à l'époque. Et donc Radio Tuire va à Argelès. On peut questionner la cohérence, pourquoi est-ce que Radio Tuire va à Argelès, mais ce n'est pas la question. Et on a à droite Radio Barcarès Méditerranée, inauguration au mois de mai 1982, et qui figure parmi les officiels, comme on dit. Sur la gauche, il a l'air un petit peu fâché, là, puis il croise les bras et tout, c'est le conseiller général de la Salanque, qui est vice-président du conseil général à l'époque. Il sera président du conseil général. Il s'appelle René Marquès. Et lui succédera à Christian Bourquin à partir de 1998. Voilà, donc à l'époque, pour moi, il n'est pas anodin de constater qu'un conseiller général, dans cette affaire de radio libre qui, quelque part, n'est pas très sérieuse à l'époque, il vient quand même parce qu'il se rend compte qu'il renifle quelque chose en tant que politique. Il renifle que c'est là que ça se passe, que c'est là que ça va se passer, parce qu'une radio, c'est aussi un vecteur de communication et pourquoi pas de pouvoir. À droite, plein d'antennes sur un pylône pirate installé au Roc dos Tres Termas, dans le secteur de la Roque des Albert. C'est un endroit en fait qui touche à la fois le territoire de la Roque des Albert et de la Jonquelle, parce que la Jonquelle a un périmètre très grand, comme la Roque des Albert et Sorel, d'ailleurs, ou Argelès. Et donc ce pylône-là, parfaitement pirate, est tout proche du pylône officiel de l'État qui est au Pic Naulus. Il se trouve à 300 mètres, et il émet les ondes de Radio Rose, puis RTL, puis Europe 1, et même de la chaîne de Berlusconi, la 5, mais c'est une autre aventure, l'aventure de la télé pirate et de la télé libre. En tout cas, pour vous dire que tout est possible à cette époque-là, la preuve. Le livre d'or de Radio Rose, je vais vous parler de Renaud en tournée, il est à Saint-Cyprien, Renaud, il passe à la radio, et il explique qu'il reviendra, un jour je reviendrai vous voir, bon, parce qu'il est content. Notre chanteur Jean-Paul Ginet de Bage, qui passe aussi à Radio Rose, parce qu'il l'appelle en catalan à l'époque, il signe donc de sa belle signature. Il y a beaucoup d'autres souvenirs comme ça sur le livre d'or de Radio Rose, notamment des comiques de l'époque. Je crois qu'il y a Popek et ce genre de personnes très très marquées par leur époque. On va parler d'avenir rapidement, parce que vous allez voir l'avenir qui est déjà passé, puisque en 2018 jusqu'en 2024, 6 ans entre l'année actuelle et 2018, et si vous regardez tout en haut les chiffres, qui sont des pourcentages, on a une chute de tout juste 10%. 10% d'audience de la radio. Donc, en 8 ans, nous écoutons la radio moins, à hauteur ou à concurrence de 10%. On verra ensuite que ce n'est pas la catastrophe du tout, parce qu'on écoute d'autres choses, on va le voir. En tout cas, les chiffres sont là, et entre l'Europe et la France, ça se touche à peu près. Les États-Unis, on va y venir dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qui remplace la radio, ou qu'est-ce qui concurrence la radio? La radio elle-même, déjà, la radio se concurrence elle-même, avec le podcast. Vous voyez, les chiffres sont ici, forcément, ça vous fait vous interroger vous-même sur les podcasts que vous avez écoutés récemment, lesquels écoutez-vous, lesquels n'écoutez-vous plus, lesquels vous gardez en magasin, en mémoire pour les écouter, parce qu'il y a le système des favoris, on peut emmagasiner des contenus et les écouter quand on aura le temps. Et puis, la radio, évidemment, ce ne sont pas que des podcasts, c'est aussi de la musique. Et Spotify, ou encore Apple Music ou Amazon et autres, tous les concurrents, qui font qu'aujourd'hui, la jeunesse, par exemple, qu'est-ce que c'est que la jeunesse? Je ne sais pas, on va dire les individus qui ont jusqu'à 20 ans, on va dire ça comme ça, n'écoutent
si je devais exagérer et m'exprimer à l'emporte-pièce, ils n'écoutent plus du tout la radio, hein, s'il faut parler de manière un peu brutale. Ils ne regardent plus du tout la télévision. Certes, ça peut arriver en famille, etc. Mais globalement, quand on a moins de 20 ans, on est sur Netflix, on est sur Amazon Prime, on est sur Spotify ou autre, parce qu'on considère que la radio, c'est une forme d'assujettissement, parce qu'on ne peut pas choisir son morceau quand on veut. Est-ce qu'on est dans une période de caprice permanent? Je ne sais pas. En tout cas, on a moins la patience de se laisser porter par une émission avec de la découverte, avec des surprises, avec des interviews. Voilà pour l'actualité telle qu'elle est. Je pense que les chiffres que j'ai réunis il y a 3 semaines, un mois, ces chiffres ont sûrement déjà évolué, hein, parce que depuis qu'on a inventé Internet, les choses s'accélèrent de plus en plus et les chiffres bougent de plus en plus. La radio par intelligence artificielle, elle arrive. Je ne sais pas trop encore ce que ça va donner. Le mois dernier se déroulait aux États-Unis un congrès mondial sur la possibilité de créer des contenus. Si vous bidouillez vous-même sur votre ordinateur, je sais pas, vous avez un texte que vous avez tapé, sans effort, déjà vous allez sur Google, vous mettez lire le texte, et il y a déjà une possibilité de faire lire votre propre texte par une voix, mais on peut même choisir le sexe de la voix, pas encore l'accent, peut-être on pourra un jour, à mon avis, et puis on peut arriver à demander à une intelligence artificielle de pondre des textes, par exemple, pédagogiques ou plutôt secs, ou très pédagogiques, ou plutôt dilués, ou plutôt style télégraphique. Donc, dans la mesure où on peut déjà arriver à ça gratuitement, on peut tous imaginer ici ce que ça peut supposer quand c'est en payant, quand on fait de la radio et qu'on a les moyens de créer de la radio, de faire de la radio, d'inventer de nouvelles radios. Et donc, ceci laisse pas mal d'interrogations. J'ai entendu encore la semaine dernière l'idée selon laquelle c'est à partir de 2035, donc il nous reste encore 11 ans apparemment, en France. Alors, à partir de 2035, le podcast commencera de supplanter la radio en direct. Donc on prendra l'habitude à partir de 2035 d'écouter surtout la radio par notre volonté, avec le contenu que l'on souhaite, et non pas se laisser porter par une forme de spontanéité ou de découverte de la radio. Voilà pour l'essentiel, on pourrait en parler encore longtemps. Il m'a semblé intéressant de conclure par l'avenir de la radio, qui est un gros point d'interrogation. Il y aura toujours de la radio. Vous savez que lorsqu'on a inventé le cinéma, les acteurs de théâtre craignaient pour leur avenir. Lorsqu'on a inventé le cinéma parlant à Barcelone, ça a mis des pianistes au chômage. Parce qu'avant qu'il y ait le cinéma parlant, ils accompagnaient les films muets, et donc du coup il y a eu des pianistes au chômage. Et puis quand est arrivé Netflix, on a cru que Netflix allait tuer la télé. Et tous les exemples que je ne connais pas. Le cinéma aurait pu tuer aussi la littérature. Ce n'est pas le cas, le livre se porte bien, quoi qu'on en dise, etc. Donc on est dans une période, comme toujours au fond, hein, dans l'esprit de rien ne se perd, rien ne se crée, forcément. Donc, on ne sait pas trop en quoi va se transformer la radio, mais on peut supposer, comme le disent certains, qu'on aura tout le temps besoin de quelques rituels qui sont, comme à la télé, la grand-messe et le JT de 20h. À la radio, moi je suis personnellement très le journal de France Inter à 13h, même s'il m'agace parfois, c'est ainsi. Quand j'ai pas le temps, des fois, c'est le journal de France Info à 20h ou à 22h. On a chacun encore des rituels qui sont dus, à mon avis, à notre âge, parce que lorsqu'on a moins de 20 ans, on ne voit pas les choses comme ça, mais ce sera encore une autre question. Voilà, je vous remercie.